Bonjour à tous, c'est Elise. Je suis hyper contente de vous retrouver dans mon nouvel appartement. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se remettre ensemble à la création de vidéos pour l'apprentissage du français et l'apprentissage des langues en général. Je vais lire à présent le chapitre 4 de Mathilda, intitulé Le fantôme. Donc, je vais lire une première fois le chapitre, présenter les questions, lire une deuxième fois le chapitre, présenter les questions et les réponses. En anglais maintenant. Hello everyone. I'm so happy to be back in my new apartment. I just moved. So I hope, I'll be able to get back into making regular content like I used to last year. For today, we're going to read the chapter 4 of Matilda. I will read a first time the chapter. Then I will present you the questions. Then I will read the chapter second time, present, and finally present the question and the answer. So please take your copy of Matilda. If you don't have any, I think you can find a copy straight easily on Amazon or local bookstores. And yeah, follow through with the book and then, we do the questions. Let's go. Le fantôme. Après l'épisode de la superlune, un calme relatif régna dans la maison des Vers de Bois pendant une semaine. Monsieur Verdebois avait été, sans nul doute, douché par l'affaire du chapeau et semblait avoir perdu l'envie de se vanter et de rudoyer les autres. Mais, soudain, il se déchaîna de nouveau. Peut-être la journée avait-elle été mauvaise au garage et n'avait-il pas assez vendu de vieilles voitures déglinguées. Bien des sujets d'irritation peuvent assaillir un homme qui rentre le soir de son travail. Et une épouse avisée sait reconnaître les signes avant-coureurs de la tempête et laisser son mari en paix jusqu'à ce que son humeur s'apaise. Lorsque M. Verdobois rentra du garage ce soir-là, son visage était aussi sombre qu'un ciel d'orage. Et de toute évidence, quelqu'un allait bientôt sentir passer la bourrasque. Madame Verdebois flaira tout de suite le danger et s'arrangea pour disparaître. Il pénétra alors au pas de charge dans le salon. Mathilda, pelotonnée au fond d'un fauteuil, était plongée dans sa lecture. Monsieur Verdebois appuya sur le bouton de la télévision. L'écran s'alluma. Les haut-parleurs se mirent à brailler. Monsieur Verdebois fixa sur Mathilda un œil tort. Elle n'avait pas bougé. Depuis longtemps, elle s'était entraînée à fermer les oreilles au vacarme de l'infernal appareil. Elle continuait donc à lire, ce qui exaspéra son père. Peut-être était-il d'autant plus furieux qu'il voyait sa fille tirer plaisir d'une activité pour lui inaccessible. T'arrêteras donc jamais de lire, lui lança-t-il. Oh, bonjour papa, fit-elle d'un ton sucré. Tout s'est bien passé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette idiotie dit-il en lui arrachant le livre des mains. Ce n'est pas une idiotie, papa, ça s'appelle Le Poney Rouge. C'est de John Steinbeck, un écrivain américain. Si tu essayais de le lire, ça te plairait beaucoup. Une saleté, oui, s'écria M. Verdois. Si c'est d'un américain, c'est sûrement une saleté. De la saleté, oui, c'est tout ce qu'ils savent écrire, les Américains. Mais non, papa, c'est très beau, je t'assure, ça raconte. Ce que ça raconte, je ne veux pas le savoir, aboya M. Verdois. De toute façon, j'en ai plein d'eau de tes bouquins. Trouve-toi donc quelque chose d'utile à faire pour changer. Et, avec une violence alarmante, il se mit à arracher par poignées les pages du livre pour les jeter dans la corbeille à papier. Mathilda resta figée d'horreur. Son père continuait de plus belle à mettre le livre en pièces. Sans doute éprouvait-il une sorte de jalousie. Comment ose-t-elle, semblait-il dire, à chaque pas arraché? Comment ose-t-elle se complaire à lire des livres alors que j'en suis incapable? C'est un livre de la bibliothèque, dit Mathilda. Il n'est pas à moi. Je dois le rendre à Madame Folio. Eh bien, tu en rachèteras un autre. Voilà tout, dit le père, continuant à déchiqueter le livre. Tu économiseras sur ton argent de poche jusqu'à ce que tu aies assez dans ta tirelire pour en acheter un autre. À ta chère Madame Folio. Sur quoi il jeta la couverture, maintenant vide du volume, dans la corbeille, et sortit à grands pas de la pièce, laissant tonitruer la télévision. À la place de Mathilda, la plupart des enfants auraient fondu en larmes, mais pas elle. Immobile, très pâle, elle resta assise à réfléchir. Elle semblait fort bien savoir que larmes ou rancœur ne l'amèneraient nulle part. La seule réaction sensée lorsqu'on était attaqué, c'était, comme disait Napoléon, de contre-attaquer. Déjà,
L'esprit subtil de Mathilda élaborait un autre châtiment adéquat à l'intention du calamiteux auteur de ces jours. À la base du plan qu'elle était en train de mijoter se posait une question. Le perroquet de Fred valait-il aussi bien que le prétendait son maître? Fred était un ami de Mathilda. C'était un petit garçon de 6 ans qui habitait au coin de la rue. Et, depuis des jours et des jours, il ne cessait pas de vanter les dons qu'avait pour la parole le perroquet dont son père lui avait fait cadeau. Donc, l'après-midi suivant, sitôt Madame Verdugois partit dans sa voiture pour aller jouer au loto, Mathilda alla rendre une visite à Fred. Après avoir frappé à sa porte, elle lui demanda s'il serait assez gentil pour lui montrer le fameux oiseau. Fred, ravi, la fit monter dans sa chambre, où dans une grande cage trônait un superbe haras bleu et jaune. Le voilà, dit Fred. Il s'appelle Fred. Fais-le parler, dit Mathilda. On ne peut pas le faire parler, dit Fred. Un peu de patience. Il parle quand il en a envie. Mathilda se résigna à attendre. Soudain, le perroquet cria: Salut, salut, salut! On aurait juré une voix humaine. Fantastique, dit Mathilda. Qu'est-ce qu'il sait à dire d'autre? Numérotez vos abattis, dit le perroquet, avec d'étonnantes intonations caverneuses. Il dit toujours ça, remarqua Fred. Et quoi d'autre encore demanda Mathilda. C'est à peu près tout, dit Fred. Mais c'est déjà pas mal, non? C'est fabuleux, dit Mathilda. Tu veux bien me le prêter juste pour un soir? Ah non, dit Fred, sûrement pas. Je te donnerai tout mon argent de poche de la semaine prochaine. Cela changeait tout. Fred réfléchit quelques secondes. D'accord, déclara-t-il, si tu me promets de me le rendre demain. Mathilda regagna sa maison vide, d'un pas rendu légèrement vacillant par le poids de la grande cage qu'elle tenait à deux mains. Dans la salle à manger, il y avait une vaste cheminée, et Mathilda entreprit d'y cacher la cage et son oiseau. Non sans peine, elle finit par les coincer suffisamment haut. Salut, 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 lui lança le perroquet. Salut, salut. Fais-toi donc, Pécasson, posta Mathilda, et elle alla se laver ses mains, pleines de suie. Ce soir-là, tandis que la mère, le père, le frère et Mathilda dînaient, comme d'habitude au salon, devant la télévision, une voix forte et claire retentit dans le vestibule, venant de la salle à manger. Salut, salut, salut! Henri, s'écria la mère devenant tout blanche. Il y a quelqu'un dans la maison. J'ai entendu une voix. Moi aussi, dit le frère. Mathilda se leva d'un bond et alla éteindre la télé. Chut, fit-elle. Écoutez. Ils cessèrent tous de manger et sur le qui-vive tendirent l'oreille. Salut, 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 dit la voix. Ça recommence, cria le frère. Des voleurs, fit la mère d'une voix étranglée. Ils sont dans la salle à manger. Oui, je crois, dit le père, assis très raide sur sa chaise. Eh ben, va les attraper, Henri, reprit la mère. Vas-y donc, tu les prendras sur le fait. Le père ne bougea pas. Il ne semblait nullement pressé d'aller jouer les héros. Son visage vira au grisâtre. Alors, tu te décides, insista la mère. Ils doivent être en train de faucher l'argenterie. Monsieur Verdebois s'essuya nerveusement les lèvres avec sa serviette. Si on y allait tous voir ensemble, proposa-t-il enfin. C'est ça. Allons-y, dit frère. Tu viens, maman? Pas de doute. Ils seront dans la salle à manger, chuchota Mathilda. J'en suis certaine. La mère s'empara d'un tisonnier dans le foyer de la cheminée. Le père s'arma d'un club de golf posé dans un coin. Le frère saisit, sur une table, une lampe qu'il prit soin de débrancher. Mathilda prit le couteau avec lequel elle mangeait. Et tous quatre se dirigèrent sur la pointe des pieds vers la porte de la salle à manger. Le père se tenant à distance respectueuse du reste de la famille. Salut, 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 lança de nouveau la voix. Allez, s'écria Mathilda, et elle fit irruption dans la pièce, son couteau brandi à bout de bras. Oh les mains, enchaîna-t-elle, vous êtes pris. Les autres la suivirent, agitant leurs armes diverses, puis s'arrêtèrent, regardèrent autour d'eux. Personne. Il n'y avait pas de voleur ici, déclara le père, avec un vif soulagement. Je l'ai entendu, hein, glapit la mère, d'une voix toujours aussi chevrotante. J'ai bien entendu sa voix, et toi aussi. Je suis sûre de l'avoir entendu, appuya Mathilda. Il est ici, quelque part. Elle se mit à chercher derrière le canapé, derrière le rideau. C'est alors que la voix s'éleva de nouveau, voilée et rauque cette fois. Numérotez vos abattis, dit-elle, numérotez vos abattis. Ils sursautèrent tous, y compris Mathilda, qui jouait fort bien la comédie. Ils inspectèrent toute la pièce. Il n'y avait toujours personne. C'est un fantôme, dit Mathilda. Ah mon Dieu s'exclama la mère, en se jetant au cou de son mari. Je sais que c'est un fantôme, insista Mathilda. J'ai déjà entendu ici. La salle à manger est hantée. Je croyais que vous le saviez. Au secours, hurla la mère, étranglant à demi son époux. Moi, je sors d'ici, bafouilla le père, plus gris que jamais. Tous prirent la poudre d'escampette en claquant la porte derrière eux.
Le lendemain après-midi, Mathilda s'arrangea pour extirper de la cheminée un perroquet plutôt grincheux et saupoudré de suie, et puis, et pour le sortir de la maison sans être vue. Elle le fit passer par la porte du derrière et trotta, avec la cage, jusque chez Fred. Alors, il s'est bien conduit lui demanda Fred. On s'est beaucoup amusé avec lui, assura Mathilda. Mes parents l'ont adoré. Alors maintenant, nous allons lire les questions et nous allons revenir au début du chapitre et lui lire à nous. La première question. Que se passe-t-il dans la maison vert de bois après l'épisode de la superglue? Qu'est-ce qui exaspère Monsieur Vert-de-Bois? Que lit Mathilda? Que fait Monsieur Vert-de-Bois du livre de Mathilda? Comment réagit Mathilda? Que donne Mathilda pour emprunter le perroquet de Fred? Où cache-t-elle l'animal? Alors, je vais vous laisser les questions et puis on va relire ensemble le chapitre pour que vous trouviez les réponses. Relecture. Le fantôme. Après l'épisode de la superglue, un calme relatif régna dans la maison des Vers de Bois pendant une semaine. Monsieur Vert de Bois avait été, sans nul doute, douché par l'affaire du chapeau et semblait avoir perdu l'envie de se vanter et de rudoyer les autres. Mais, soudain, il se déchaîna de nouveau. Peut-être la journée avait-elle été mauvaise au garage et n'avait-il pas assez vendu de vieilles voitures déglinguées? Bien des sujets d'irritation peuvent assaillir un homme qui rentre le soir de son travail. Et une épouse avisée sait reconnaître les signes avant-coureurs de la tempête et laisse son mari en paix jusqu'à ce que son humeur s'apaise. Lorsque M. Verdevoix rentra du garage ce soir-là, son visage était aussi sombre qu'un ciel d'orage. De toute évidence, quelqu'un allait bientôt sentir passer la bourrasque. Madame Verdevoix flaira tout de suite le danger et s'arrangea pour disparaître. Il pénétra alors au pas de charge dans le salon. Mathilda, pelotonnée au fond d'un fauteuil, était plongée dans sa lecture. Monsieur Verdevoix appuya sur le bouton de la télévision. L'écran s'alluma, les haut-parleurs se mirent à brailler. Monsieur Verdebois fixa sur Mathilda un œil torf. Elle n'avait pas bougé. Depuis longtemps, elle s'était entraînée à fermer les oreilles au vacarme de l'infernal appareil. Elle continua donc à lire, ce qui exaspéra son père. Peut-être était-il d'autant plus furieux qu'il voyait sa fille tirer plaisir d'une activité pour lui inaccessible. T'arrêteras donc jamais de lire, lui lança-t-il. Oh, bonjour, papa, fit-elle d'un ton sucré. Tout s'est bien passé aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que cette idiotie? Dit-il, en lui arrachant le livre des mains. Ce n'est pas une idiotie, papa. Ça s'appelle Le Bonnet Rouge. C'est de John Steinbeck, un écrivain américain. Si tu essayais de le lire, ça te plairait beaucoup. Une saleté, oui, s'écria M. Verdevoix. Si c'est un Américain, c'est sûrement une saleté. De la saleté, oui. C'est tout ce qu'ils savent écrire, les Américains. Mais non, papa, c'est très beau, je t'assure, ça raconte. Ce que ça raconte, je veux pas le savoir, aboya M. Verdebois. De toute façon, j'en ai plein d'eau de tes bouquins. Trouve-toi donc quelque chose d'utile à faire pour changer. Et avec une violence alarmante, il se mit à arracher, par poignées, les pages du livre pour les jeter dans la corbeille à papier. Mathilda resta figée d'horreur. Son père continuait de plus belle à mettre le livre en pièces. Sans doute éprouvait-il une sorte de jalousie. Comment ose-t-elle, semblait-il dire, à chaque page arrachée? Comment ose-t-elle se complaire à lire des livres alors que j'en suis incapable? C'est un livre de la bibliothèque, cria Mathilda. Il n'est pas à moi, je dois le rendre à Madame Folliot. Eh bien, tu lui en rachèteras un autre. Voilà tout, dit le père, continuant à déchiqueter le livre. Tu économiseras sur ton argent de poche jusqu'à ce que tu aies assez d'argent dans ta tirelire pour en acheter un autre. À ta chère Madame Folliot. Sur quoi? Il jeta la couverture, maintenant vide du volume, dans la corbeille et sortit à grands pas de la pièce, laissant tonitruer la télévision. À la place de Mathilda, la plupart des enfants auraient fondu en larmes, mais pas elle, immobile, très pâle. Elle resta assise à réfléchir. Elle semblait fort bien savoir que larmes ou rancœur ne la mèneraient nulle part. La seule réaction sensée, lorsqu'on était attaqué, c'était, comme disait Napoléon, de contre-attaquer. Et déjà, l'esprit subtil de Mathilda élaborait un autre châtiment adéquat à l'intention du calamiteux auteur de ces jours. À la base du plan qu'elle était en train de mijoter, se posait une question. Le perroquet de Fred parlait-il aussi bien que le prétendait son petit maître?
Fred était un ami de Mathilda. C'est un petit garçon de 6 ans qui habitait au coin de la rue. Et, depuis des jours et des jours, il ne cessait pas de vanter les dons qu'avait pour la parole le perroquet dont son père lui avait fait cadeau. Donc, l'après-midi suivant, sitôt Madame Verdebois partit dans sa voiture pour aller jouer au loto, Mathilda alla rendre visite à Fred. Après avoir frappé à sa porte, elle lui demanda s'il serait assez gentil pour lui montrer le fameux oiseau. Fred, ravi, la fit monter dans sa chambre où, dans une grande cage, trônait un superbe haras bleu et jaune. Le voilà, dit Fred. Il s'appelle Fred. Fais-le parler, dit Mathilda. On ne peut pas le faire parler, dit Fred. Un peu de patience, il part quand il en a envie. Mathilda se résigna à attendre. Soudain, le perroquet cria. Salut, salut, salut. On aurait juré une voix humaine. Fantastique, dit Mathilda. Qu'est-ce qu'il sait dire d'autre? Numérotez vos amatchis, dit le perroquet, avec d'étonnantes intonations caverneuses. Il dit toujours ça, remarqua Fred. Et quoi d'autre encore? Demanda Mathilda. C'est à peu près tout, répondit Fred. Mais c'est déjà pas mal, non? C'est fabuleux, dit Mathilda. Tu veux bien me le prêter, juste pour un soir? Ah non, dit Fred, sûrement pas. Je te donnerai tout mon argent de poche de la semaine prochaine. Cela changeait tout. Fred réfléchit quelques secondes. D'accord, déclara-t-il, si tu me promets de me le rendre demain. Mathilda regagna sa maison vide, d'un pas rendu, légèrement vacillant par le poids de la grande cage qu'elle tenait à deux mains. Dans la salle à manger, il y avait une vaste cheminée, et Mathilda entreprit d'y cacher la cage et son oiseau. Non sans peine, elle finit par les coincer suffisamment haut. Salut, 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 lui lança le perroquet. Salut, salut. Tais-toi donc, Pécasson, riposta Mathilda, et elle alla laver ses mains, pleines de suie. Ce soir-là, tandis que la mère, le père, le frère et Mathilda dînaient comme d'habitude au salon, devant la télévision, une voix forte et claire retentit dans le vestibule, venant de la salle à manger. Salut, salut, salut. Henri, s'écria la mère, devenant toute blanche. Il y a quelqu'un dans la maison, j'ai entendu une voix. Moi aussi, dit le frère. Mathilda se leva d'un bond et alla éteindre la télé. Chut, fidèle, écoutez. Ils laissèrent tous de manger, sur le qui-vive, tendirent l'oreille. Salut, 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 reprit la voix. Ça recommence, cria le frère. Des voleurs, fit la mère, d'une voix étranglée. Ils sont dans la salle à manger. Oui, je crois, dit le père, assis très raide sur sa chaise. Eh ben, on va les attraper, Henri, fit la mère. Vas-y donc, tu les prendras sur le fait. Le père ne bougea pas. Il ne semblait nullement pressé d'aller jouer les héros. Son visage vira au grisâtre. Alors, tu décides, insista la mère. Il était en train de faucher l'argenterie. Monsieur Verdebois s'essuyait nerveusement les lèvres avec sa serviette. Si on allait tous voir ensemble, proposa-t-il enfin. C'est ça. Allons-y, Dieu frère. Tu viens là, non? Pas de doute. Ils sont dans la salle à manger, chuchota Mathilda. J'en suis certaine. La mère s'empara d'un tisonnier dans le foyer de la cheminée. Le père s'arma d'un club de golf posé dans un coin. Le frère saisit, sur une table, une lampe qu'il prit soin de débrancher. Mathilda prit un couteau avec lequel elle mangeait, et tous quatre se dirigèrent sur la pointe des pieds vers la porte de la salle à manger. Le père se tenant à distance, respectueux du reste de sa famille. Salut, 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 lança de nouveau la voix. Allez, allez, s'écria Mathilda, et elle fit irruption dans la pièce, son couteau brandi à bout de bras. Oh les mains, enchaîna-t-elle, vous êtes pris. Les autres la suivirent, agitant leurs armes diverses. Puis ils s'arrêtèrent, regardèrent autour d'eux. Personne. Il n'y a pas de voleur ici, déclara le père avec un vif soulagement. Je l'ai entendu, Henri, glapit la mère, d'une voix toujours aussi chevrottante. J'ai bien entendu sa voix, et toi aussi. Je suis sûre de l'avoir entendu, appuya Mathilda. Il est ici, quelque part. Elle se mit à chercher derrière le canapé, derrière la rideau. C'est alors que la voix s'éleva de nouveau, voilée et rauque cette fois. Numérotez vos abattis, dit-elle. Numérotez vos abattis. Ils sursautèrent tous, y compris Mathilda, qui jouait fort bien la comédie. Ils inspectèrent toute la pièce. Il n'y avait toujours personne. C'est un fantôme, dit Mathilda. Ah mon Dieu, s'exclama la mère, en se jetant au cou de son mari. Je sais que c'est un fantôme, insista Mathilda. J'ai déjà entendu ici. La salle à manger est tentée. Je croyais que vous le saviez. Au secours, hurla la mère, étranglant à demi son époux. Moi, je sors d'ici, bafouilla le père, plus gris que jamais. Tous prirent la poudre d'escampette en claquant la porte derrière. Le lendemain matin, le lendemain après-midi, Mathilda s'arrangea pour extirper de la cheminée un perroquet plutôt grincheux, saupoudré de suie, et pour le sortir de la maison sans être vue. Elle le fit passer par la porte de derrière et trotta avec la cage jusque chez Fred. Alors, il s'est bien conduit, lui demanda Fred.
On s'est beaucoup amusé avec lui, assura Mathilda. Mes parents ont adoré. Voilà, c'est la fin de la lecture, de la deuxième lecture. Maintenant, nous allons relire les questions et répondre à celles-ci. Alors, les questions. Le fantôme. Que se passe-t-il dans la maison Vert de Bois après l'épisode de la Super Lune? Qu'est-ce qui exaspère Monsieur Vert de Bois? Que lit Mathilda? Que fait Monsieur Vert de Bois du livre de Mathilda? Comment réagit Mathilda? Que donne Mathilda pour emprunter le perroquet de Fred? Où cache-t-elle l'animal? Les réponses maintenant. Que se passe-t-il dans la maison Vert de Bois après l'épisode de la Super Lune? Le calme règne et Monsieur Vert de Bois semble avoir perdu l'envie de se vanter et de rudoyer les autres. Qu'est-ce qui exaspère Monsieur Vert de Bois? Que Mathilda s'était entraînée à fermer les oreilles au vacarme de la télévision et qu'elle continue à lire sans bouger. Que lit Mathilda? Elle lit Le Poney Rouge de John Steinbeck. Que fait Monsieur Vert de Bois du livre de Mathilda? Il arrache les pages par poignées et les jette dans la corbeille à papier. Comment réagit Mathilda? Elle reste immobile, pâlie, et commence à réfléchir. Elle décide de contre-attaquer comme disait Napoléon. Que donne Mathilda pour emprunter le perroquet de Fred? Elle donne tout l'argent de poche de la semaine à Fred. Où cache-t-elle l'animal? Elle cache la cage dans le conduit de la cheminée pour faire peur à ses parents. Donc, attention, j'écris un peu trop vite. Voilà. Ok, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.